Ok, alors on reprend. Est-ce que c'est bon? Il en manque. Good. Alors, la psychologie. Donc, comme on a vu, comme vous l'avez chacun intuité, la psychologie c'est important parce qu'on va avoir des gens autour de nous et qu'on veut qu'ils soient motivés. C'est important parce qu'on a des gens qu'on a envie de faire, on voudrait qu'ils prennent des décisions qui nous soient favorables. Et c'est important parce qu'on prend aussi soi-même des décisions et on veut éviter de se laisser emporter par notre esprit. Je pense que c'est important surtout parce que l'esprit de l'être humain il n'est pas toujours rationnel. Oui, c'est même... On peut mettre toutes les sciences qu'on veut à l'étude, si on ne se pose pas la question de... Oui. Quelqu'un peut réagir autrement que rationnellement. En fait, alors c'est un très bon point, c'est qu'on est effectivement pas du tout rationnel. Pas du tout, c'est pas... Il y en a qui sont pas rationnels, personne n'est vraiment rationnel. Personne n'est vraiment rationnel. Donc je crois que c'est pas la dernière fois ou c'est la fois d'avant, je vous avais dessiné un neurone. Hein? Bon bah, on va dessiner un cerveau du coup. Donc le cerveau, en fait, il y a une partie très archaïque. Il y a une partie très archaïque qui sert uniquement à une activité motrice automatique et non contrôlée, qui est au-dessus d'une colonne vertébrale, dans lequel il y a donc une prolongation en fait de ce cerveau et qui va se diffuser un peu partout. Cette partie-là, quelque part, la plupart des animaux ont ça, pas forcément sous forme neuronale, etc., mais en tout cas, ça se retrouve dans tous les vertébrés. Et quelque part, il y a une idée d'une forme de biologie évolutionniste dans laquelle, finalement, il y a des développements qui se font de plus en plus sur cette base-là. Et donc, une façon de considérer, c'est de dire, voilà, vous avez une couche extérieure, qui est la couche un peu plissée, qu'on appelle le cortex. Cortex en grec, c'est l'extérieur. C'est la partie qui ressemble un peu à une noix. Et puis, vous avez une partie intérieure qu'on appelle le système limbique. Donc on appelle le système limbique cette partie intérieure. Et contrairement à ce qu'on imagine, c'est le système limbique qui est la partie la plus active du cerveau et qui non seulement est la partie la plus active, mais aussi la partie qui prend toutes nos décisions. Alors comment on sait ça? C'est simple, il y a des gens qui ont eu un cancer de cette partie-là et ils étaient capables d'analyser parfaitement, notamment il y a le cas d'un médecin comme ça, il était capable de prendre parfaitement l'analyse de la situation et il était incapable de décider ce qu'il fallait prescrire. Parce que quand on prescrit, en médecine, il y a... oui, il faudrait vous enlever votre prostate, mais si on vous enlève votre prostate, d'abord c'est une opération, il y a des risques, et puis ensuite vous allez vivre avec un organe en moins, donc vous allez être handicapé. Et donc ils n'arrivent pas à peser, enfin, dans ce cas-là, ce médecin n'arrivait pas à peser le pour et le contre, il était capable de décrire très précisément
tous les risques qu'il y avait à prendre une décision et à prendre l'autre, tous les bénéfices à prendre une décision et à prendre l'autre, mais il n'y arrivait pas. Donc, dans ces systèmes limbiques, il y a les trois plus importantes parties sont le noyau accumbien, l'amygdale et l'hippocampe. Le noyau accumbien, c'est le centre qui, quelque part, mesure l'opportunité et mesure, qui va être vers la recherche, vers la motricité, nous faire bouger. Alors que, nous faire bouger, comment dire, c'est quand ce noyau s'active, c'est là qu'on voit qu'on est attiré, qu'on a du plaisir, par opposition à l'amygdale, qui lui est plutôt le centre de la peur, de la menace, de la gestion de la menace. Alors c'est très intéressant, hein, depuis le début des années 90, on a des IRM, c'est-à-dire qu'on arrive à voir en temps réel ce qui se passe dans le cerveau des gens. Et on arrive à voir les parties du cerveau qui s'activent. Donc on met quelqu'un dans un IRM et puis on lui montre des choses et puis on regarde qu'est-ce qui réagit. Et donc quand on montre quelqu'un qui court vers toi avec un couteau ensanglanté, l'amygdale elle s'agite. Et puis quand on montre une photo de quelqu'un du sexe opposé, il y a le noyau accumbien qui s'agite. Ou un bon repas, Et puis la troisième partie, l'hippocampe, c'est au principal, c'est la mémoire, c'est la gestion de la mémoire. C'est cette partie qui va récolter tout le flux d'infos et qui va faire une forme de tri pour savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Ce qui est pas neutre, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle, vous n'êtes pas capable de me dire combien il y a de sièges. Parce que votre cerveau a vu, il y a eu une lumière qui est arrivée et qui a dit ça doit être des sièges, mais c'est pas important, donc on ne focalise pas. Alors si vous étiez vendeur de sièges, vous arrivez là-dedans et vous commencez tout de suite par voir mais c'est quoi ces sièges, quelle qualité, quel machin, etc. Donc c'est non neutre. Alors, grâce à l'IRM et à cette façon de voir les choses, la façon qu'on a de décrire ça, c'est de dire on a un cerveau très sophistiqué, mais très peu efficace, très peu économe. C'est-à-dire que pour arriver à tirer quelque chose de lui, ça demande un travail fou qui nous épuise, donc on le fait le moins souvent possible, on fait quand on n'a pas le choix. Le cerveau, 2% de la masse de notre corps, 25% de la consommation d'énergie. On ne peut pas mettre plus. On a déjà réduit tout le reste, on ne peut pas mettre plus. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où on doit faire des formes de tri, d'arbitrage. Donc on avait déjà parlé, quand il s'agit de prendre des décisions, on a tendance à aller vers des heuristiques pour éviter de gaspiller cette énergie. Et donc dans ce contexte, la partie cortex, probablement parce que plus récente, d'une évolution plus tardive, et à la fois celle qui nous différencie, parce que c'est probablement là que se trouve le fait qu'on ait conscience de nous-mêmes, mais c'est aussi
une zone qui finalement on n'arrive pas à utiliser de manière complètement optimale. Et du coup, on utilise beaucoup plus souvent la partie du système limbique. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la plupart du temps, quand vous prenez une décision, vous ne savez pas très bien pourquoi. Vous croyez savoir, c'est-à-dire qu'après coup, vous vous expliquez, vous racontez une histoire sur pourquoi. Je veux dire à quel point c'est flagrant. On arrive à mesurer, avec la dilatation des pupilles, non pas la décision qu'on a prise, mais le fait qu'on a une décision. Et en général, ça arrive une fraction de seconde avant qu'on sache qu'on s'est décidé. D'accord ? Donc, on a un cerveau qui, de manière inconsciente, va décider au mieux de nos intérêts, c'est-à-dire qu'il est globalement meilleur que de réfléchir. Donc ils ont fait les tests, hein. Ils ont mis des gens face à une situation d'arbitrage, une situation de problèmes dits complexes. Et on leur a donné, dans un cas, 3 minutes pour résoudre, et dans l'autre cas, 3 heures. Les 3 minutes marchent très bien. Non, mais c'est intéressant. On a un cerveau qui est très habitué à prendre des décisions complexes. On passe notre temps à faire ça. Et ce qu'on fait en travaillant notre raisonnement, ce qu'on fait en travaillant notre système conscient, c'est d'améliorer les heuristiques et donc d'améliorer la qualité de notre décision. Alors, quand on regarde ce qui stresse notre cerveau, encore une fois, merci l'IRM, on met des gens sous IRM, on les met dans des situations et on regarde à quel moment les amygdales s'agitent. Facile. Alors, ça a été décrit par un auteur qui s'appelle David Rock, je crois que je vous en ai parlé. Donc, son livre est traduit en français, c'est Votre cerveau au boulot. Et il a un modèle, lui, qu'il appelle le SCARF. Qu'est-ce que veut dire un SCARF en anglais ? Écharpe, foulard. Donc vous êtes dans la rue, vous avez votre foulard, et il y a un gros balèze qui arrive et qui commence à tripoter votre foulard. Vous pensez quoi ? On est d'accord, hein ? Pas à l'aise. Bon. Donc à chaque fois que quelqu'un touche à une des lettres du SCARF, vous êtes comme dans la rue avec le gros balèze. Pas à l'aise. Donc ça, c'est pour le statut social. Donc dès que votre statut social est en cause, vous êtes stressé. Est-ce qu'il y a des raisons d'être stressé aujourd'hui par votre statut social ? Vous n'allez pas mourir parce que vous étiez le vice-président et vous passez le manager. En fait, dans le droit du travail, votre salaire ne va même pas bouger. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se mettent dans des états juste parce que leur statut bouge ? Si vous regardez les études sur quelles sont les situations les plus stressantes dans la vie d'aujourd'hui, le divorce est une des situations les plus stressantes. Si ce n'est pas un changement de statut, qu'est-ce qu'il est ? D'accord ? Donc, c'est intéressant, c'est que, fut une époque, c'était très important. Dans le groupe paléolithique, s'il n'y a pas assez à manger, celui qui reçoit sa part en dernier, c'est celui qui est en bas de l'échelle. Donc, ne pas être en bas de l'échelle, c'est
Donc, la femme du chasseur, si tout d'un coup il prend une deuxième femme qui est plus jeune, c'est une chute dans son statut social. Et elle va probablement être nourrie après la première femme, après les enfants de la première femme, peut-être même après les parents de la première femme. Et peut-être qu'elle va continuer à avoir assez à bouffer, mais ses parents, peut-être pas. Dans un contexte comme ça, le statut, c'est une question de vie ou de mort. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est très 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 rarement une question de vie ou de mort. On peut être d'accord là-dessus. Mais pour autant, votre cerveau, il a été câblé il y a 300 000 ans. Donc, il est encore excessivement sensible à ce qui lui a permis de survivre pendant 200 à 300 000 ans. Ok ? Oui. C'est surtout une histoire de regard des autres. Parce que quand vous parlez du divorce, c'est le regard des autres qui peut stresser. Pareil pour le statut. Le regard des autres peut stresser. Enfin, le jugement des autres peut stresser, certainement. Mais on s'aperçoit qu'au-delà de toute considération, c'est-à-dire avant même que ça soit su, etc., c'est déjà perçu comme mais qu'est-ce qui va se passer pour ma vie après ? Les études qu'on a fait là-dessus montrent plutôt que c'est ça le vrai trigger. Il y a très certainement le regard de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Mais manifestement, pas autant que cette question de survie. Inadaptée à aujourd'hui, hein. On est bien d'accord. Le deuxième point, donc, c'est la certitude sur le futur. Donc en anglais, certainty. Donc là, pareil, imaginez le clan qui a sa grotte favorite qui a été inondée. Bon, tant qu'on n'a pas retrouvé une autre grotte, on ne va pas dormir. Hein, on va être sous stress, on ne dort pas. Et on va s'agiter frénétiquement. Hein, on a plein d'adrénaline, on a plein de cortisol, on va bouger. Ce n'est pas le moment de se poser. Des salariés à qui vous dites je ne sais pas comment on va finir l'année, ils ne vont pas dormir. Est-ce qu'ils peuvent y faire quelque chose ? Probablement non. Est-ce que c'est bien pour vous qu'ils soient stressés ? En général, non. Le stress, c'est fait pour répondre à une agression physique. Le stress, c'est ce que vous avez quand vous avez un ours qui vient de débarquer dans votre caverne. Ça vous permet de vous battre, de fuir ou de faire le mort. Les 3 F. Fight, flee, freeze. Dans le cas de l'ours, freeze est la bonne réponse. Vous ne courez pas plus vite qu'un ours, vous êtes beaucoup moins costaud que lui, vous ne vous battrez pas avec lui. Faire le mort, il va probablement essayer de vous grignoter l'oreille et voir que c'est de la viande morte et se barrer. C'est ce que disent les trappeurs finlandais. Donc, je pense qu'ils ont plus d'expérience que moi sur le sujet, donc je les crois. Mais si vous avez eu déjà des expériences de stress intense, il y a des gens qui se mettent à partir à courir sans but. Il y en a d'autres qui sont tétanisés, statut de cire ou statut de sel. Et puis, il y en a d'autres qui, tout d'un coup, deviennent super agressifs, mettent des pains, même si ce n'est pas vraiment adapté. Même quand ce n'est pas vraiment adapté. C'est des choses qui nous dépassent. Et physiologiquement, l'adaptation qui se fait au stress, c'est réduction des débits sanguins dans les carotides. Donc, on envoie moins d'oxygène vers le cerveau. Et d'ailleurs, ça tombe bien, le cerveau, il n'a pas trop besoin de réfléchir, là, il a juste besoin d'agir.
vous ai dit que j'avais un club de boxe. Donc j'ai des boxeurs. À chaque fois, leur premier combat, c'est « mais j'arrivais pas à envoyer mes points ». Ils avaient l'impression que ça partait au ralenti. Ils avaient l'impression qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils font à l'entraînement. C'est le stress. Mais c'est aussi le fait que quand on est dans une situation d'action physique, il ne faut surtout pas avoir à réfléchir à ce qu'on fait. Vous faites du golf, vous voulez gagner au golf, vous dites à votre compétiteur t'as pensé à ton équilibre? Et puis l'alignement, là, t'es sûr que c'est bon? On l'oblige à reprendre de manière cognitive ce qui devrait être un geste fait automatiquement. Le moment où vous allez être bon au golf, au tennis, en boxe, dans n'importe quel sport, c'est le moment où vous n'avez plus à réfléchir à vos mouvements. C'est le moment où c'est devenu des automatismes. Donc, le fait de réduire le flux sanguin, quand on va avoir à se battre, c'est probablement une très bonne idée. Maintenant, et d'ailleurs, ce qu'on voit par ailleurs, c'est de l'adrénaline, des actions qui sont faites par le corps pour vous préparer à l'action physique et pour vous préparer aux blessures physiques. Donc l'inflammation monte au taquet parce que vous allez probablement être blessé et probablement être infecté, et il faut se préparer à défendre contre ça. Et du coup, quand vous êtes stressé, vous avez beaucoup plus de mal à vous défendre contre les microbes, les virus, etc. Ah oui, parce que ça, c'est un danger secondaire. Par rapport à l'ours qui est maintenant, le microbe, on s'en occupera après. D'accord ? Il y a un cas de stress qui, au contraire, nous permet d'être très performants. C'est le stress qu'on s'impose soi-même. C'est le stress que vous avez quand vous faites une partie de tennis avec des potes et que vous mettez un petit enjeu à 2 balles. Mais si l'enjeu n'est plus à 2 balles, ça a beau être avec des potes, le stress revient. D'accord ? Et vous avez tous vu des footballeurs qui ratent des pénaltys, le pénalty qu'il ne faut pas rater. C'est quoi d'autre que le stress ? Et là, un stress qu'on ne s'impose pas. C'est plus un jeu. En boxe, vous n'avez pas meilleur boxeur qu'un boxeur qui s'amuse. J'ai quelques noms en tête comme ça, c'est des gars, mais c'est incroyable. Ils sont sur le ring, ça les amuse. Et du coup, ils voient les trous comme ça, quoi. C'est magique. Mais c'est juste qu'ils sont quelque part du bon côté du stress. Quand on touche à votre statut, quand on touche à la certitude, à votre degré d'incertitude sur le futur, quand on touche à l'autonomie, le moment où on commence à vous mettre des chaînes, faut se dire qu'il y a un problème. Il faut se dire que ça ne va pas bien se passer, que vous allez passer après tout le monde. Le 4e, c'est relatedness, c'est la relation au groupe. Alors là, sous IRM, l'expérience est très simple. On va vous montrer des images où vous êtes avec des potes en train de jouer au football, enfin jouer à la balle, et on se passe la balle, et puis on se passe la balle, et puis il se passe la balle, et il se passe la balle, et il ne vous passe plus la balle. Pas cool. C'est le stress lié à la relation au groupe. Je vais vous donner une autre illustration que j'aime bien. Vous allez vous retrouver ce week-end avec un groupe de potes. C'est assez probable. Hein. Et quand vous allez arriver,
ils ont déjà commencé la fête sans vous et ils sont en train de se marrer, mais dingue. Et vous allez avoir qu'une envie, c'est de rire avec eux. Bon, et là-dessus, c'est peut-être moins vrai à vos âges, mais il y a des âges où on est un peu plus cruel. Il y en a un qui vous fait « Pourquoi tu ris, t'étais pas là ?» Ouch. Relentless. D'accord? Quand on a l'impression d'être rejeté par le groupe, quand on a l'impression de ne plus avoir de groupe, fut un temps, c'était très grave. Il y a un auteur que j'aime bien, qui est une américaine, qui a fait dans les années 90 toute une série de petits romans sur l'histoire d'une femme qui, à l'époque des cavernes. Et c'est intéressant parce que il y a régulièrement comme ça des romans qui fascinent tout le monde et qui créent une génération de scientifiques passionnés par le sujet. Donc dans les années 50-60, c'était un roman qui s'appelait La guerre du feu. Et dans les années 90, et donc qui avait été fait avec les connaissances de l'époque. Et dans les années 90, donc il y a ces romans qui s'appellent Les enfants de la Terre et qui est en fait un roman fait avec les connaissances qu'on avait dans les années 90 sur ce sujet. Donc on a évolué, c'est il y a 30 ans, mais ça reste quand même une bonne base. Et donc elle raconte, c'est bien sûr son imagination de romancière, mais c'est intéressant quand même, elle raconte que pour condamner à mort un membre du clan, c'est le sorcier qui s'en charge, et il fait une cérémonie, et pouf, 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 il envoie de la poussière ou de l'eau, je sais pas, et ça y est, t'es mort. Et donc du coup, plus personne dans le groupe ne peut le voir, parce que si tu le vois, c'est que tu vois en fait son esprit qui cherche à t'attirer avec lui, donc il faut que tu arrêtes de le voir. Et au bout de quelques heures ou jours de ce traitement, il finit par partir et se laisser bouffer par les bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'il est littéralement devenu inexistant pour son groupe. Alors, de manière moins symbolique, à l'époque des cavernes, on estime qu'il y avait à peu près 20-30 millions d'habitants sur Terre. C'est-à-dire la population de l'Île-de-France répartie sur l'ensemble de la planète. Si vous êtes chassé de votre groupe, donc c'est des groupes d'une 50aine de personnes, oui, certes, il y a d'autres groupes qui ne sont pas très éloignés, parce qu'en fait, on reste quand même avec une dizaine de groupes qui ne sont pas trop loin les uns des autres et qui se retrouvent régulièrement. Mais on ne sait pas où ils sont, parce qu'ils bougent, hein, ces animaux. C'est des nomades. Et en attendant, on est tout seul. Donc, se faire chasser du groupe, c'est effectivement un danger absolu. Donc, du coup, on a des circuits incroyablement développés pour appartenir au groupe. Quand je dis incroyablement développés, c'est que vous mettez des scientifiques côte à côte, et il y en a 6, 7, 8 qui sont dans la combine, et un qui l'est pas. Et vous leur demandez, avec les 3 allumettes, là, est-ce qu'elles sont de la même taille? Ou laquelle est la plus courte? Et les 9 vont dire un truc faux. C'est celle du milieu alors que c'est celle de gauche. Et dans 90% des cas, le dernier va être d'accord. Pareil sur des trucs aussi 2 plus 2 égale 3. Hein. Le dernier va préférer être d'accord que de se mettre en dehors du groupe. 90%, ça ne veut pas dire tout le temps, mais beaucoup plus souvent que ce qui paraîtrait évident pour des gens de ce niveau de développement intellectuel. Donc ça ne protège pas en fait. Le dernier, c'est fairness. On a déjà couvert ça. C'est l'équité. C'est un modèle intéressant, comme tout modèle, mais qui n'est qu'un modèle comme tout modèle. C'est-à-dire que c'est probablement bien de l'avoir en tête, c'est probablement bien de voir le plus possible à quel moment
vous êtes en train de subir cet effet. Ouh là là, je suis en train de partir en stress à cause de mon statut. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Il faut que je reprenne sur moi. Et le stress baisse. Mais aussi vis-à-vis de vos collaborateurs. C'est vrai que c'est pas malin de lui avoir présenté le truc comme ça. Il a dû penser que c'était son statut qui était en cause. Comment j'aurais pu le présenter d'une manière qu'il voit bien que son statut n'est pas en cause, que c'est autre chose. D'accord ? Donc, pour vous, arriver à vous raisonner sur le fait que ce n'est pas un vrai danger. Pour les autres, évitez de titiller les lettres du SCARF parce qu'ils vont partir balistiques. Ok ? Alors, pour vous, comment on fait pour réussir à réaliser le plus tôt possible qu'on est en train de se stresser ? Ok. Alors, c'est vrai, mais ça ne donne pas une idée de comment on peut s'en apercevoir plus vite, ou plus tôt, ou avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand on est parti dans une colère, on est parti, hein. Après, on se trouve ridicule, après, on se dit qu'on a été con, après, on regrette, mais c'est trop tard. Ça marche ? Donc, la question, donc, c'est une question de prendre conscience de soi-même le plus vite possible. Et la meilleure façon de développer la conscience de soi, c'est la méditation. Alors, la méditation, David Rock a été vachement attaqué pour avoir dit la grosse connerie, c'est d'avoir rattaché la méditation à quelque chose de ésotérique, religieux, spirituel. Il dit la méditation, c'est une question d'hygiène. C'est comme se laver les mains et faire de la gym. C'est un truc qu'on fait pour faire tourner correctement son cerveau. C'est pas une question de secte ou comme ça a été apporté chez nous. Donc, qu'est-ce que la méditation ? En fait, la méditation, c'est tout simplement se mettre dans une situation où on reste dans le présent. C'est très difficile. Très, très difficile. Si je vous demande de ne penser qu'au présent pendant 10 secondes, très probablement, vous allez à un moment faire « Est-ce que c'est 10 secondes ? Qu'est-ce que je vais faire après ? Qu'est-ce que j'ai fait déjà avant ?» Vous allez partir, votre cerveau va chercher à s'échapper vers le passé et le futur. Alors que vous voulez rester pendant 20 minutes uniquement dans maintenant, là. Qu'est-ce que je ressens ? Sans me dire, oui, je ressens ça et ça me rappelle. Non, qu'est-ce que je ressens ? Comment l'air rentre et sort de mes poumons ? Comment le vent vient sur ma peau ? Mais rien d'autre. Et toujours revenir vers ça à chaque fois que le cerveau s'échappe. Parce qu'il va s'échapper. Donc c'est un exercice très difficile de revenir à chaque fois. Et dire, non, c'est bon, je t'ai vu là. Et en fait, ce je t'ai vu là, c'est ce moment où vous reprenez conscience de vous-même. Et donc, à force de le faire, ça donne des résultats étonnants. Donc, il y a une étude d'Harvard où ils ont pris des gens à qui ils ont demandé de faire de la méditation. Ils n'en avaient jamais fait. Donc, ils leur ont appris et ils leur ont demandé d'en faire 20 minutes par jour pendant 3-4 semaines, pas beaucoup plus. Et ils ont fait un IRM avant-après. Donc, de l'IRM
REM, on vous dit comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que je me sens stressé, machin. Et on regarde les zones du cerveau qui s'illuminent. À l'issue de l'expérience, après ces exercices de méditation pendant ces quelques semaines, à la même question, comment est-ce que vous vous sentez? Au lieu d'avoir une zone qui s'illumine, il y en a 3. Vous avez musclé votre cerveau. De la même façon que si vous faites 20 minutes de musculation d'un bras et pas de l'autre, vous allez voir une différence au bout de quelques semaines. Et ben, si vous faites de la méditation régulièrement 10 à 20 minutes par jour, vous allez voir une grosse différence qui est que tout d'un coup, vous êtes plus facilement conscient de ce qui vous arrive. En beau milieu d'une phrase, vous apercevez que « Ah oui, mais là, j'étais en train de me stresser, je vais mieux respirer, je vais changer ma posture, ah, ça va aller mieux. » Donc on va agir sur les choses conscientes, les choses qu'on peut faire. On peut modifier sa respiration, on peut modifier sa posture. Ça va avoir un impact sur le cerveau, qui du coup va se dire « Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas si grave » et qui va redescendre. Ok? Bon, on verra au dernier cours toutes les petites choses qu'il faut travailler en tant qu'entrepreneur pour augmenter ses capacités, puisque votre entreprise dépend beaucoup de vos capacités. D'ores et déjà, comprenez que la méditation fait partie des choses essentielles à avoir, à développer et à travailler, que c'est dur, c'est comme être à la gym, c'est un travail, mais que ça vous permet de reprendre le contrôle sur vous-même, de vous apercevoir des moments où c'est votre cerveau, votre système limbique qui vous drivez, pas forcément dans la bonne direction. Ok ? Alors, je dis ça, mais c'est pas. Enfin, il n'y a pas un ennemi là-dedans. Hein. Si vous n'aviez pas un système limbique aussi développé, vous conduiriez jamais en voiture. Ceux qui ont leur permis, tout le monde a un permis ? Bon. Ceux qui ont le permis, la première fois que vous avez conduit en voiture, c'était une cata. Vous avez calé, vous avez, savez pas s'il fallait tourner suffisamment ou pas assez, etc. Jusqu'au moment où votre cerveau va considérer que la voiture est une extension de vous-même. Comprenez qu'avec ma craie, quand j'appuie là, mon cerveau est en train de quelque part sentir ce qui se passe au bout de la craie. Il considère cette craie comme une extension de moi-même. Et pour arriver à conduire en voiture sans se cogner sur tout le monde, c'est que la voiture est devenue une extension et qu'on évite de se cogner. Ça explique que quand quelqu'un tape sur la voiture, on fait « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est pas grave. C'est là qu'on reprend conscience de soi, c'est pas grave. Ok. Alors, on va aller un pas plus loin sur le fait qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Là, on va rentrer dans un autre champ. C'est le champ de la sociologie, de la psychologie sociale. C'est-à-dire dans le champ de la sociologie, la partie qui est la moins corrompue, qui reste encore un peu une approche scientifique. Donc c'est des gens qui font des expériences sur les gens pour voir qu'est-ce qui fait qu'ils vont dans une direction ou qu'ils vont dans l'autre. Alors par exemple, qu'est-ce qui fait que vous allez donner de l'argent ou pas à un clochard ? Eh bien, dans la façon de demander, il y a moyen d'avoir 3 fois plus d'argent et 3 fois plus souvent. Ou dans le contexte qui entoure, il y a ce même moyen. Si vous avez un SDF qui vous demande l'heure, vous lui donnez l'heure, il vous remercie, il vous demande de l'argent, 3 fois plus de chances que vous donniez de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Vous traversez la rue, au mauvais endroit. Il y a un gars qui vous siffle. Ça ressemble à un flic. Putain, merde. Vous retournez, en fait, c'était un clown. Et bien, si un clochard vous demande de l'argent maintenant, vous n'êtes plus enclin à lui demander, à lui donner. C'est un peu embêtant, hein. Il n'y a rien qui a changé, juste le contexte. Alors, ils ont fait des expériences comme ça, avec, dans des rues d'Aix-en-Provence, ils ont trouvé des rues dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde, et puis vous allez croiser un passant, faire tomber un billet, et voir si le passant ramasse ou pas. Ça ressemble à la caméra cachée. Mais ils sont beaucoup inspirés de ces expériences. Hein. Alors, en France, je crois qu'on est de l'ordre de 15 ou 20% à peine qui ramassent. Et qui dit, monsieur, votre billet. Les autres mettent le pied dessus, je vais faire mon lacet, et hop, ils partent avec le billet. Ou ils ramassent. Bon, ah non, tu viens pas. Bon, bah tant pis. Hein. Sauf que si avant de s'engager à la petite rue, un touriste leur a demandé son chemin et les a remerciés en disant vous êtes vraiment, vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bien, et ben ils ont 2 fois plus de chances de courir après la personne avec le billet. Et quand on leur demande après, mais ils disent non mais c'est que moi je suis comme ça. Alors ils font la même expérience dans un restaurant. Vous êtes au restaurant, vous venez de commander, donc vous n'allez pas partir. Et vous avez un voisin qui part aux toilettes en laissant son téléphone sur la table. Et il y a un voleur qui vient piquer le téléphone. Il y a 1 personne sur 10 qui bouge. Quand je dis 1 personne, en fait, on est en dessous de 5%. Si jamais avant de partir, au lieu de partir comme ça, en vous ayant demandé l'heure ou quoi, il part en vous demandant « ça vous dérange pas de jeter un œil sur mes affaires ?» Qu'est-ce que vous répondez ? Hein ? Pas de souci. On ne peut pas répondre chaud de toute façon. Hein, à part passer pour un geek, on ne peut pas vraiment dire non monsieur, gardez vos propres affaires. Hein. Sauf que la différence, c'est que quand le voleur passe, il n'y en a que 5% qui ne bougent pas. On est passé de 5 qui bougeaient à 5 qui ne bougent pas. Et quand on explique aux gens, bon, désolé, on a fait une expérience sur vous, vous savez, on est scientifique, on est obligé déontologiquement, on doit vous expliquer ce qui s'est passé. Les gars, ils disent wow, c'est vachement malin votre expérience. Ah ouais, non, elle est vachement bien. Ah, puis je comprends que c'est marché sur les autres. Enfin, moi, c'est différent. Hein. Moi, j'ai toujours été comme ça. Il faut le savoir. Hein. Déjà petit, quand il y avait plus de lait dans le biberon de ma sœur. Quand on regarde les gens à la sortie du restaurant, on prend quelqu'un qui n'a pas vu ce qui s'est passé dans le restaurant, il est capable de dire qui a arrêté le voleur et qui ne l'a pas arrêté. C'est-à-dire que des gens qui, aléatoirement, on leur a fait le coup de leur demander ou pas de surveiller les affaires, selon ils sont ou pas intervenus, en sortant du restaurant, ils n'ont pas la même gueule. Il y en a un qui sort, regarder ses pompes et faire mais bon enfin je pouvais pas savoir ça se trouve c'était une blague qu'un pote lui faisait enfin et l'autre il sort quand même ce serait peut-être plus simple si le monde était comme moi non hein c'est pas compliqué se lever dire non monsieur
ils n'ont pas décidé. Ils croient avoir décidé, ils n'ont pas décidé. On sait à l'avance comment faire pour qu'ils arrêtent ou ils n'arrêtent pas le voleur. On leur demande, ou pas, de jeter un œil sur les affaires. Pas de garder mes affaires contre un voleur. Hein. Vous pouvez jeter un œil sur les affaires? Oui, bien sûr. La plupart du temps, il ne se passe rien. C'est juste pour vous montrer que ces décisions qu'on prend, la plupart des décisions qu'on prend, on ne sait pas pourquoi on les a prises. On a besoin de se les expliquer après, mais on ne sait pas pourquoi on les a prises. Alors tout ça mène à la manipulation, en fait. Tout ça mène à la manipulation, puisqu'en fait, grâce à ça, on est capable de dire à quelqu'un « Ah non, mais je sais pourquoi tu l'as fait. Ah, il y a une super explication. C'est parce qu'en fait, tu es quelqu'un de bien. » Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis comme ça. Bon, il y a une autre façon de le faire. Hein. C'est, je sais pourquoi tu as fait ça, c'est parce que t'es un connard. Non, mais on fait souvent quand même ça. Hein. Le mec a fait une connerie, on lui dit t'es un connard. Il a fait une action et on transforme ça en son état, ce qu'il est. Donc si on veut qu'il devienne un connard, c'est une bonne façon. Essayez ça avec vos enfants plus tard. Transformez-les en connards. C'est facile. Non, mais c'est facile. T'as fait une connerie, mais t'es vraiment con. Oups, ça m'a échappé. Je voulais pas dire ça de mon enfant. Trop tard. Mais vous allez à la sortie des écoles, mais tu as menti. Mais tu es un menteur. Si maman l'a dit, est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait? Et regardez autour de vous, vos neveux, regardez autour de vous, souvent, les gens ne font pas attention et ils mettent les enfants, les gens, dans des cases et qui ne sont pas des cases souhaitables. Donc vous, en tant que manager, je vous recommande de plutôt mettre les gens dans des cases qui les grandissent. Ça reste de la manipulation. Moi, ça me paraît acceptable. C'est bienveillant. C'est good. D'accord? Donc, ça, cette technique-là s'appelle l'étiquetage. Ça s'appelle l'étiquetage. Ça s'appelle aussi la naturalisation. Donc, c'est très important de comprendre les étapes. C'est de la naturalisation parce que on dit à quelqu'un, tu as fait quelque chose, et on va relier ça à c'est ta nature. Tu es comme ça. Et après, on va lui proposer un contrat. Tu as répondu à mon email, ça ne m'étonne pas, je comprends que tu es quelqu'un de motivé, et d'ailleurs, puisque tu es comme ça, sans doute tu as des gens comme ça autour de toi et tu veux nous donner leurs adresses email. Oh ben merci de l'avoir fait. Ça me paraît normal d'ailleurs parce que je sens que tu es un vrai fan. Probablement, tu veux t'abonner à notre service. Oh, tu t'es abonné. Ça ne me surprend pas. Tu es sans doute un vrai fan. Voilà une casquette que tu vas avoir sans doute envie de porter. Ok? C'est utilisé, quand c'est bien fait, ça marche très bien. À l'inverse, dénaturalisation, tu as menti. Je ne comprends pas, toi qui es si honnête d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrat, comment tu vas faire la prochaine fois? On est rassuré, on comprend qu'on n'est pas un menteur, on a menti mais qu'on n'est pas un menteur, c'est rassurant. Et on a une idée de comment on va faire la prochaine fois si on est tenté de mentir. Ok? Oui. Est-ce que vous pensez pas que les gens ils ont quand même une nature
personnes dans n'importe quelle case et les gens ne sont pas naturellement nés dans certaines cases. Alors, donc, est-ce que les gens sont naturellement dans une case ou dans une autre et que c'est comme ça? Ce qui fait notre individualité, c'est d'être dans des tas de cases à la fois. On est dans des tas de cases à la fois. On est à la fois capable d'être la plus grosse feignasse de la Terre et à la fois capable de travailler comme une mule. On est à la fois capable de vouloir profiter de tout ce qu'on a et à la fois capable de faire des investissements incroyables. On est tout ça. Et le reconnaître, c'est un enrichissement et c'est, comment dire, une façon d'arriver à avoir des évolutions chez les gens. Maintenant, plus on s'est enquisté dans une croyance sur ce qu'on est, et plus ça va prendre du temps pour l'évolution et du travail. Mais on peut aussi essayer d'éviter de pousser les gens dans la pente, dans la mauvaise pente qu'ils sont en train de prendre. Oui. Juste pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que je n'avais pas compris, c'était pour se rendre compte qu'on stresse très rapidement, le moyen, c'était la méditation. Oui. Okay. Et du coup, est-ce que vous pensez que le fait de méditer, ça va pouvoir justement garder cette maîtrise de soi et empêcher cette manipulation? Alors, oui, puisqu'on se rend compte de ce qu'on ressent plus rapidement. Et donc, plus on voit ce qu'on ressent, et plus on peut... Maintenant, la vraie difficulté, et on verra après, c'est que des biais dans notre décision, il y en a une 50aine de possibles. Et ils sont souvent très contradictoires les uns des autres. Et du coup, en voulant en éviter un, on risque souvent de tomber dans l'autre. Et il ne faut pas penser qu'on puisse arriver dans une décision pure de tout biais. Il faut essayer de les identifier pour essayer de savoir qu'ils sont là et de savoir qu'on y est subi, qu'on les subit, mais du coup arriver à essayer de trouver des techniques pour les équilibrer. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. C'est plus dans ce sens-là. Hein, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça est très opposé à une vision de l'homme très rationnelle. C'est finalement contraire à Descartes. Très contraire à Pascal aussi. On est en train de revenir sur une vision des Lumières. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Selfish Gene, le gène égoïste, et qui décrit l'homme comme en fait l'homme et tous les animaux comme une sorte de moyen de transport dans la vie pour le gène. Donc le gène va vivre sa vie, se reproduire à l'aide d'une carapace plus ou moins sophistiquée selon les espèces. Et c'est pas forcément la plus sophistiquée d'ailleurs qui est la plus... chaque gène joue son propre jeu. Et il dit dans ce livre, il dit qu'en fait finalement on est guidé par ces gènes qui cherchent à se reproduire et à apporter à la suite de nos gènes les meilleures conditions possibles. Bon, c'est une façon un peu exagérée de voir la chose, mais ce qui est intéressant, c'est que la médecine, la biologie évolutionniste, etc., apporte une nuance conséquente sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est notre façon de fonctionner, notre cerveau et notre façon de décider. Et donc intéressant à prendre en compte. Et toutes ces choses-là, à prendre avec beaucoup de nuances, parce que c'est infiniment complexe. Dans le meilleur des cas, on passe de 15% des gens à 30%. Il y a
Donc, un auteur sur ces sujets liés à tout ce qui est la manipulation, c'est Joule. Et un autre, c'est Cialdini. Joule a écrit un livre qui s'appelle Le Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est un livre qu'il est sorti en 86 ou 85, dans ces eaux-là, et qui est encore aujourd'hui dans les tops des ventes à la FNAC, dans la catégorie sociale et psychologie. C'est un livre avec un titre comme ça, on se dit ouais, ça va être fun. Pas complètement fun. Hein. Certes, il y a toujours une petite histoire de Madame O qu'il arrive un truc, mais juste derrière, ça attaque sur toutes les expériences qui ont été faites par les différents scientifiques et pourquoi cette expérience montre que ça et que du coup, voilà ce qu'on en pense. Et hop, technique suivante. Donc c'est un traité. C'est un truc, c'est un livre de cours, quoi. Mais c'est un vrai truc. Cialdini est un petit peu plus abordable parce qu'il raconte beaucoup plus d'expériences. Lui, c'est un Américain, donc voilà. Les deux livres sont à lire. Et dans le second livre de Joule, enfin pas le second, mais enfin le second qui s'appelle La soumission librement consentie. Donc c'est le titre de cette science en fait. Ben là, il va faire au contraire que des cas. Et il va expliquer les expérimentations qu'ils ont essayé de faire dans des lycées pour essayer de lutter contre le sida. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre le sida d'habitude ? Eh ben, on fait une séance audiovisuelle, on demande aux enfants de venir et on leur montre un petit film de propagande pour expliquer ce qu'il faut faire et pas faire, etc. Après, comment on sait si ça fonctionnait ou pas ? C'est compliqué. On peut demander est-ce que vous avez des rapports protégés, et puis c'est du déclaratif, donc les gens ils font oui, bien sûr. On peut essayer de voir si la consommation de préservatifs dans le coin a augmenté ou pas, mais compliqué. Donc ils ont décidé qu'un moyen de faire, c'était de voir quel pourcentage des gens qu'ils allaient réussir, des gens qu'ils allaient croiser, allaient aller jusqu'à se faire tester leur séropositivité. Et donc ils essayent avec de la propagande habituelle. Et bien sûr, 0 personne n'a envie d'aller se faire tester. D'abord, il faut se faire piquer, se faire enlever du sang, puis après attendre dans l'angoisse pendant quelques semaines parce que c'est pas immédiat, qu'on fasse la sérologie, etc. Alors ils vont essayer d'autres techniques. Alors, ils essayent la technique classique, c'est un sondage, ou une pétition plutôt. Bonjour, est-ce que vous êtes prêt à signer une pétition contre le sida ? Oh bah oui. Bon, et est-ce que vous feriez tester votre séropositivité ? Oui, enfin pourquoi pas. En gros, ils arrivent à 7% des gens qui acceptent. Par rapport à 0, je trouve que c'est déjà vachement. Eux, ça ne leur suffisait pas, donc ils ont dû aller une manipulation plus loin. Ah, merci d'avoir signé, on voit que vous êtes quelqu'un de concerné. Est-ce que vous donneriez 20 minutes de votre temps pour un travail, un atelier sur le sujet qu'on veut faire la semaine prochaine ? Oh, ben oui, pourquoi pas. À la suite de ça, je crois qu'ils montaient à 18-20%. Pas mal par rapport à 0. Pas suffisant. Et donc là, ils ont fait un truc encore plus gros. C'est dans l'atelier qui suivait, 2 acteurs. Un qui disait, moi de toute façon, le sida, c'est bien simple, j'y crois pas, c'est un truc qui a été inventé par les Américains. Et d'ailleurs, si je l'avais, évidemment que je le donnerais à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison que je crève tout seul. Et qui se barre. Et un autre qui fait, non mais les gars, face à des mecs comme ça, je pense que faut qu'on fasse quelque chose, quoi. La solution serait, je sais pas, c'est quoi les gars, peut-être se faire tester. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ils arrivent à 28%. Vous voyez les manipulations qu'il faut réussir à faire pour arriver à avoir 28% quand même. Il y a quand même 78% de ceux qu'on a croisés qui ont préféré ne rien faire. C'est pour vous dire, c'est une science, mais qui ne fait qu'augmenter les probabilités. On n'a rien d'absolu en la matière.
Donc quand vous travaillez sur du marketing et faire en sorte que les gens ouvrent plus vos emails, vous pouvez améliorer considérablement le nombre d'emails qui sont lus, mais probablement pas dans des 100% de lecture. Ok. Alors, donc Joule il dit, finalement, ce qui est en jeu dans les expériences que je vous ai décrites, c'est le fait que quelqu'un a cru qu'il avait décidé par lui-même, et c'est suffisant. Et du coup, il va s'accrocher à cette décision. Donc, lui, il appelle ça l'engagement. Donc, il parle de la théorie de l'engagement. Et il dit, si on arrive à obtenir une première décision de quelqu'un, eh ben, il va s'appuyer là-dessus sur sa prochaine décision. Et en particulier, si cette décision a été coûteuse, si elle a été publique, et si elle a été pour une cause noble. D'accord ? C'est 3 facteurs qui vont augmenter l'impact de cette décision. Donc, si ça a été coûteux, il y a un exemple très simple. Vous allez au supermarché et vous avez quelqu'un qui va vous distribuer des échantillons. Eh bien, si vous les donnez en main propre, ça va avoir moins d'effet que si vous dites « Est-ce que vous êtes intéressé par un échantillon ?»« Ah oui, eh bien, servez-vous là, monsieur. » On a fait le geste de « c'est engageant ». Plus que « oui, je le prends, mais c'est parce que je n'ai pas le choix ». L'aspect public des choses, vous rentrez dans une boîte, une petite boîte, vous avez fait un choix un peu bizarre, vos copains vous font « mais t'es malade, qu'est-ce que t'as fait ?» C'est public. L'engagement pour votre boîte se renforce. Non, mais tu ne peux pas comprendre, on est en train de changer le monde. La petite boîte qui s'appelle Facebook, tu ne peux pas comprendre. Peut-être qu'on a raison à la fin. Mais il y en a combien qui sont rentrés dans une boîte qui restait une petite boîte ? Et qui sont restés alors qu'ils avaient un salaire inférieur à ce qu'ils auraient ailleurs. Oui, mais justement, moi je reste pour autre chose. Et donc c'est le 3e point. À chaque fois qu'on prend une décision et que cette décision, on a l'impression qu'on la prend pour une cause transcendante, une cause qui est plus grande que nous, on s'y accroche beaucoup plus. D'accord ? Donc, l'engagement, il y a derrière 3 accélérateurs. Le coût, l'aspect public, et le purpose, le but. Donc quand on dit à quelqu'un « viens chez moi, viens travailler avec moi, je te paye super bien », et qui comprend que la raison pour laquelle il vient, c'est parce qu'on paye super bien, ça veut dire que si quelqu'un paye plus cher, il n'est pas lié, il n'est pas tenu. Si on lui dit « viens, les bébés phoques ont besoin de toi », il ne fait pas ça pour son argent, il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour les bébés phoques. D'accord ? Il y en a qui rigolent avec ça. Si vous donnez 1 euro, il y a un bébé phoque qui est sauvé. Chaque fois que vous me donnez 1 euro, il y a... Vous avez jamais vu ça ? Okay. Good. Alors Cialdini, qu'est-ce qu'il dit lui ? Donc son livre s'appelle Influence et manipulation. Cialdini, il dit... On a quoi, 20 minutes encore ça ? Il dit en fait, il y a 6 choses qui servent à manipuler au principal.
la première chose, c'est tout ce qui a rapport à la réciprocité. La réciprocité, c'est on m'a donné quelque chose, du coup je suis en dette. On m'a offert quelque chose qui a de la valeur, du coup il va falloir que je rende. Exemple, c'est un exemple que raconte Cialdini, c'est une dame qui rentre, elle a son pneu crevé, et il y a son petit voisin qui va l'aider à changer le pneu en 5 minutes, là, et ça la soulage vachement. Le lendemain matin, on est samedi, elle n'a pas prévenu de partir de chez elle, et le petit voisin qui lui demande s'il peut lui emprunter sa voiture. Bah, elle va la prêter. Puis le soir, elle va apprendre que sa voiture elle est pliée, que le petit voisin il a pas d'assurance, d'ailleurs il n'a pas le permis, et d'ailleurs il est mineur. Vous voyez qu'elle a reçu quelque chose, et du coup elle est en dette, mais en dette asymétrique. On a reçu quelque chose, si on ne donne pas tout de suite quelque chose en échange, on risque de demander quelque chose qui a plus de valeur et socialement, on ne pourra pas refuser. D'accord ? C'est asymétrique. Et il y a des gens, il y a des tas de gens qui font des tas de cadeaux. Dans le monde politique, il y a des tas de gens qui invitent des politiques en vacances. Je sais bien que tu n'as pas de fric parce que tu es un politique, mais viens chez moi. C'est des cadeaux. Dans les sciences, le nombre de médecins qui sont invités dans des colloques grassement par des laboratoires, mais on sait bien que tu restes neutre. Et quand on étudie les études publiées avec des comités de lecture, on s'aperçoit que celles qui ont été sponsorisées ont plus d'erreurs que celles qui n'ont pas été sponsorisées. Qu'elles vont plus souvent dans le sens qui intéresse le sponsor que les autres. C'est pas neutre. Donc la réciprocité, quand vous faites distribuer des échantillons, eh ben, c'est un cadeau. Alors quand vous le faites mal, comme si c'était des échantillons qui valaient rien, bon, bah, c'est pas un cadeau. Mais quand ça ressemble vraiment à une petite bouteille, une mini bouteille de parfum, ou quand ça ressemble vraiment à... Typiquement, c'est les vignettes de foot, là. On en reçoit un, et après, bizarrement, quand on est face au rayon, on prend plus volontiers celui-là. C'est pas pour rien qu'il y a de l'échantillonnage, c'est que ça fonctionne. Après, il y a un autre concept, c'est le concept de la sympathie. Quand quelqu'un est sympathique, eh ben, on est plus à même de l'aider. Mais sympathique, ça veut dire qu'il vous ressemble, en fait. La sympathie, par exemple, le fait de faire un compliment, on a plus facilement un pourboire. Aux États-Unis, ça se mesure assez bien parce que
Le pourboire, c'est le salaire du serveur. En général, ils n'ont pas de salaire. Le salaire, c'est les pourboires. Si vous êtes aux États-Unis, pensez à laisser un pourboire, parce que c'est très mal vu. On laisse 0 quand vraiment le mec a été infect. Quand il a été moyen, on lui laisse 15. Quand il a été très bon, on lui donne 20, 25. En France, c'est inclus. 15% inclus. C'est jamais donné aux gars. Hein. C'est encore une histoire du fisc qui était un peu gêné avec ces histoires de charges sociales qu'on ne paye pas sur des pourboires. Ok. L'autorité. L'autorité, en fait, si vous êtes en véhicule et quelqu'un vous demande d'arrêter le véhicule, vous allez passer. Si ce quelqu'un a un képi, vous allez vous arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un vous demande de vous déshabiller, vous n'allez pas le faire. Sauf s'il a une blouse blanche et un stéthoscope autour du cou. C'est l'effet d'autorité. Pourtant, il ne faut pas toujours écouter le médecin. Hein. Ils ont l'autorité. Dans le business, il y a une expérience qui a été faite assez marrante. Vous appelez une agence immobilière et aléatoirement, on va vous accueillir en disant « Ah oui, je vous passe Monsieur Bill qui va s'occuper de vous. » Ou bien « Ah, je vous passe Monsieur Bill, c'est vraiment notre spécialiste, vous allez voir, vous êtes entre de bonnes mains. » Elle est payée pour dire ça. Le ou la standardiste, c'est son job. Eh bien, il y a 3 fois plus de chances qu'on signe avec Monsieur Bill, qui est formidable, c'est vraiment notre meilleur spécialiste, vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Effet d'autorité. Étonnant? Non? Okay. Qu'est-ce que je vous mets après? Donc il y a un effet, donc en anglais c'est scarcity. Donc c'est un effet de rareté. Scarcity. C'est la rareté. La rareté, c'est-à-dire la ressource qui est rare. Vous savez qu'il y avait avant un avion qui passait au-dessus de l'Atlantique en vitesse supersonique avec des passagers qui s'appelait le Concorde. Oui, le Concorde. Ils ont décidé d'arrêter parce que ça ne marchait pas assez bien. Ça faisait Paris-New York en 2 heures ou 3 heures, c'était pas mal. Mais bon, ça coûtait très très cher et puis c'était rarement plein. Et ils ont annoncé donc qu'ils allaient l'arrêter dans 2 ans. Pendant 2 ans, c'était plein. La rareté. S'il n'y en a plus, dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. On court dessus. C'est plus fort que nous. Ok, qu'est-ce que j'oublie? Oui, j'oublie finalement ce qui est l'engagement pour Joule. Pour Cialdini, ce n'est qu'un des éléments. C'est donc ce qu'il appelle consistency. Donc c'est l'engagement en français, mais en anglais c'est consistency, être consistant.
Donc en fait, finalement, ça dit que le truc le plus important pour nous, c'est d'apparaître comme étant toujours la même personne. Et donc il y a une vieille histoire comme ça anglaise. C'est un professeur de fac qui haïssait copieusement un de ses collègues. Et il y a un des élèves qui lui dit « Mais enfin, mon professeur, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il a tout le temps tort. » Et la réponse était « Well, he is not that persistent. » Donc, pire que d'avoir toujours tort, il n'est même pas consistant dans l'erreur. Donc pire dans l'esprit commun, le pire que de faire toujours des conneries c'est d'être même pas fiable. Même dans la connerie, il n'est pas fiable. Donc, consistency, c'est la même chose que l'engagement, c'est cette idée que finalement, on cherche constamment à rester fidèle à soi-même ou fidèle à l'image qu'on a de soi-même ou fidèle, pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, à l'idée qu'on a que les autres se font de nous-mêmes. Ok ? Bon. On est où là ? Vous allez vous-même trouver le dernier. Et vous allez trouver aussi... je ne vous l'avais pas sorti, et ça ne vous a pas fait réagir, le quatrième dans l'effectuation. Dans l'effectuation, je vais parler du fait qu'il y avait... on fait avec ce qu'il y a dans son frigo, on fait le patchwork avec les gens autour. Il faut que je fasse attention à ne pas vous dire celui qu'il faut que vous trouviez. Voilà, transformer les déchets en opportunités. Et c'est construire le futur sans prévoir. Voilà, construire le futur plutôt que de chercher à le prévoir. Et donc il y a un cinquième, ou un quatrième en fait, donc je vous laisse le trouver vous-même. Voilà. La prochaine fois, il nous reste 3 cours. Donc le prochain cours, ça va être sur les outils management, organisation. Le cours d'après seront sur les outils financement. Et le dernier cours seront sur les outils personnels. D'accord ? Entre le cours 3 et le cours 4, vous referez l'exercice de compta en fonction de ce qu'on aura vu avec la théorie des contraintes de Goldratt. Pour le prochain cours, vous allez me préparer une autre fiche entrepreneur. Donc vous choisissez un autre entrepreneur et même idée. D'accord ? Même idée, vous essayez d'y intégrer ce qu'on a appris jusque-là. Donc les différents éléments que vous avez vus là, en quoi ça s'applique à cet entrepreneur. Good ? Est-ce qu'on a cours lundi prochain ? Oui. Parce que sur le planning, je crois qu'il n'y a pas marqué que... Sur le nouveau planning ? Sur le nouveau, je sais pas si c'est le nouveau, Parce que le planning initial, c'était pas prévu. Le planning initial, c'était pas prévu puisque on avait cours le 3 ou 4 mars. Et moi, je suis aux États-Unis le 3 ou 4 mars, donc ça va être compliqué. Donc il n'y a pas le 3 ou 4 mars. C'est ça. Ce lundi. Oui. Et après, c'est le lundi, non pas de la rentrée, mais celui après. Et encore un autre lundi où il y a encore 2 cours après ça. Ok ?